Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 octobre 2025 et nos amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bienvenue, Richard et Michael. Welcome, Richard and Michael. C'est bon d'être de retour. Michael, let's start with you and Michael, commençons avec vous. Nous parlions de la réunion urgente que Pete Hex a eue avec des généraux et des amiraux. Ils ont abordé de nombreux sujets, la politique étrangère, la politique intérieure. Mais la question principale en ce moment est la manière dont les États-Unis perçoivent les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. L'un d'eux, Donald Trump, a déclaré à 2 reprises que la Russie était un tigre de papier. Ensuite, il a affirmé que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, mais il a de nouveau tenu le même genre de propos, à savoir que la Russie est un tigre de papier. Pensez-vous que nous nous rapprochons d'une guerre nucléaire avec ce genre d'attitude? Parce que ces pays ne savent pas ce que Donald Trump a en tête. Je pense que Trump et l'État profond ont déjà décidé de la guerre nucléaire, car la semaine dernière, nous avons exposé toutes les raisons économiques pour lesquelles Trump est désespéré. Il est désespéré de maintenir le contrôle des États-Unis et de l'OTAN sur le monde, et tout cela se retourne contre lui. Rien que ces derniers jours, certaines personnes ont déclaré « Nous n'allons même pas commencer à parler d'investir aux États-Unis. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Cela signifierait la destruction de l'économie coréenne. » Les Japonais ont dit « Très bien, nous ne pouvons pas en parler non plus. » En Europe, même là-bas, ils refusent de suivre. Donc je pense que Trump et les États-Unis se demandent comment allons-nous verrouiller notre contrôle. Eh bien, tu as mentionné l'Ukraine. Je pense que l'Europe et l'Ukraine, maintenant qu'ils bombardent les raffineries russes et les infrastructures énergétiques russes, tout comme la Russie avait bombardé celle de l'Ukraine. Ils vont dire, nous allons continuer à augmenter l'échelle, jusqu'à ce que finalement vous n'ayez plus d'autre choix que de résister. Vos invités et les commentateurs partout sur Internet disent que la population russe et ce qu'on appelle la droite, c'est-à-dire l'aile nationaliste, disent « nous devons réagir ». Parce qu'à un moment donné, il faudra bien répondre. Et autant le faire plus tôt que plus tard, après qu'ils auront fait exploser davantage de nos raffineries et de notre production d'énergie. Donc je pense que le moment approche à grands pas, surtout maintenant que l'Estonie a saisi le pétrolier russe. Cela signifie en somme une escalade après l'autre. Et je pense qu'ils ont décidé. Nous allons continuer à augmenter le rythme, la déstabilisation, jusqu'à ce qu'il y ait la guerre. Surtout parce que l'armée croit, et Trump croit, que s'ils peuvent enliser la Russie en Ukraine, alors la Russie sera incapable d'aider l'Iran à se défendre contre ce qui n'est plus qu'à 1 ou 2 semaines, l'attaque d'Israël et l'attaque de l'Amérique contre l'Iran. Ce qui va entraîner tout simplement la conflagration du Proche-Orient. Et j'ai dressé une liste dont nous avons parlé plus tôt, de toutes les choses que l'Amérique essaie de faire pour verrouiller sa position. Le pétrole et le dollar. Mais il me vient à l'esprit que Trump et ses conseillers doivent savoir qu'aucune de ces mesures ne fonctionnera. Et je pense que Trump a son propre agenda. Toi et moi en avons parlé plus tôt. Son besoin narcissique de se rendre célèbre. Et je pense qu'il a compris qu'il existe un moyen pour lui de devenir la personne la plus célèbre de l'histoire. Il peut être l'homme qui a fait exploser la civilisation. C'est plus important que Jésus, plus important que Moïse. Tout ce qu'il a à faire, c'est déclencher une guerre atomique. Et quand la poussière sera retombée et que l'évolution recommencera, l'humanité survivante, où qu'elle soit, écrira une histoire et dira « Comment tout cela a-t-il commencé? Comment le monde a-t-il explosé ?» Et ils diront « Quelqu'un qui s'appelait Donald Trump. » C'est son rêve. Un narcissique ne peut pas résister à la tentation d'être la personne la plus importante
et la plus célèbre de toute l'histoire. Et qui pourrait l'en empêcher? Les historiens s'émerveilleront de la façon dont il a pu régner d'une main de fer. Et avant d'aborder l'aspect économique, je voudrais dire que beaucoup de gens ont évoqué le désir de Trump d'être un empereur romain, comme Caligula. Caligula est devenu célèbre pour avoir exercé un tel contrôle sur le Sénat qu'il a nommé son cheval, incitatus, sénateur. Le mot incitatus est lié au mot anglais incite, qui signifie pousser à agir. Et on pourrait dire que ce que Trump a fait, c'est nommer plus qu'un cheval. Il a nommé toute une écurie de ministres et de responsables qui dirigent le pays et qui sont l'équivalent humain du cheval de Caligula. Vous avez vu le discours de Hegseth devant l'armée hier et ce que cela a provoqué. Vous pouvez passer en revue les lauréates de concours de beauté et les présentateurs de Fox News qui ont été nommés administrateurs. C'est l'incarnation même des parfaits exécutants, des personnes totalement sous son contrôle. Personne ne peut l'arrêter. Et il aura des gens, les conseillers militaires, comme Keith Kellogg, les conseillers de Netanyahou. Vous pouvez continuer la liste. Les néoconservateurs, peu importe ce dont nous allons parler pour le reste de cette heure, il n'y a rien que les États-Unis puissent faire pour inverser la défaite. Le fait que le siècle américain, disons de 1925 à 2025, est terminé et que la domination occidentale est finie. La réaction de Trump, ce n'est pas seulement le chaos, c'est faire s'effondrer tout le système. Vas-y, Richard. Go ahead, Richard. D'accord, eh bien, peut-être que cette fois, Michael et moi pourrons être un peu en désaccord et voir comment cela évolue au fil de l'émission. Je comprends ce que Michael dit. Est-ce une possibilité à laquelle nous sommes confrontés? Est-ce une direction que nous pourrions prendre? Absolument. Je ne vais pas prétendre que ce n'est pas le cas. Mais je vais soutenir que lorsque les sociétés se retrouvent dans l'impasse dans laquelle je pense que nous sommes actuellement, et c'est à peu près le même raisonnement qui m'y conduit que celui de Michael et dont nous avons discuté dans cette émission depuis un certain temps déjà. Une autre trajectoire possible, en dehors de celle que Michael vient de décrire, consiste à reconnaître que la partie est terminée et que ce qui doit se passer maintenant, c'est une négociation raisonnable pour trouver l'accommodement le moins difficile face à ce qui se passe et va se passer quoi qu'on fasse, précisément parce que l'alternative est celle que Michael vient d'exposer. Et cette alternative est tellement horrible et autodestructrice que nous l'éviterons. Je trouve un certain réconfort à savoir que, quoi qu'il y ait eu dans l'esprit d'Adolf Hitler, de Benito Mussolini ou de Francisco Franco, cela ne s'est pas non plus réalisé. Ces projets se sont effondrés. Et ils se sont principalement effondrés parce qu'ils ont surestimé ce qu'ils pensaient pouvoir accomplir, provoquant ainsi le contre-coup qui les a finalement submergés et effacés. Au moins pour un temps de l'histoire. D'accord, laissez-moi exposer très brièvement ce que je pense. Les contradictions de la politique économique de M. Trump atteignent désormais un niveau d'absurdité, non pas qu'elles n'existaient pas déjà auparavant, mais elles deviennent maintenant évidentes aux yeux du public. Même les médias qui soutiennent Trump rapportent, quoi donc? Voyons voir. La justification fondamentale, sur le plan économique, de chacune des politiques économiques de M. Trump a toujours été l'idée qu'il allait rendre sa grandeur à l'Amérique en ramenant des emplois. Et il a été très clair sur le fait qu'il allait, vous savez, les droits de douane, n'est-ce pas? Parce qu'il faut payer une taxe pour accéder au marché américain. Nous espérons voir des entreprises revenir s'installer aux États-Unis, car ce serait pour elles un moyen d'y échapper. Le tarif douanier.
Ils n'auront pas à payer de tarifs. S'ils vendent à Chicago ce qu'ils fabriquent dans le New Jersey, il n'y a pas de tarif. S'ils vendent à Chicago ce qu'ils fabriquent en Chine, là il y a un tarif, etc., etc., etc. Donc nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique grâce à la réindustrialisation. Ils ont même un mot qu'ils aiment, ces gens-là, relocalisation, ramener sur nos rives ce qui avait été emporté sur l'autre rive. Très bien. Maintenant, voyons comment cela fonctionne. C'est parti. Premièrement, y a-t-il un afflux massif d'emplois qui reviennent? Absolument pas. Il n'existe aucune statistique en ce sens. Y a-t-il quelques entreprises qui reviennent? Oui, bien sûr. Mais la plupart concernent les hautes technologies. Ils vont en Californie, dans la Silicon Valley, et la seule chose qui leur manque, ce sont de nombreux emplois, parce que ces entreprises sont à forte intensité de capital. Elles regorgent d'ordinateurs, de tout le matériel dont elles ont besoin, et les personnes qui y travaillent sont très éduquées, très qualifiées, mais peu nombreuses. Ce n'est pas une solution au problème du chômage. Et comment le savons-nous? Parce que si l'on regarde l'année dernière, tous les chiffres initiaux concernant les emplois ont été révisés à la baisse dans les mois suivants, pour aboutir au dernier chiffre qui n'indique aucune croissance. En fait, une baisse de 32 000 emplois lors de la dernière période de référence. Donc, pas d'emploi. D'accord, pourquoi? Eh bien, voici les contradictions. Parce que presque tout le reste de ce que fait M. Trump incite les PDG du monde entier à ne pas venir ici. Je veux dire, allons-y. Le gouvernement est fermé. Allô? C'est un indice. N'y allez pas. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous n'allez pas vous installer, vous n'allez pas dépenser des millions de dollars pour déplacer une usine ou un bureau, perdre une année entière à vous adapter, pour aller dans un endroit où les deux principaux partis ne parviennent même pas à faire fonctionner le gouvernement. Leurs divisions et leurs hostilités sont si profondes. Comme si cela ne suffisait pas, les militaires discutent d'envahir leur propre pays. Le vice-président se réjouit à l'idée que toutes les grandes villes soient occupées. Mais pourquoi voudriez-vous déménager dans un pays qui envisage cela? Il y a 800 façons de commettre une énorme erreur. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas être le vice-président chargé de l'emplacement qui passera à l'histoire comme ayant été assez stupide face à ce que je viens de dire pour s'installer aux États-Unis. Eh bien, je n'ai pas fini. Selon la presse financière, nous sommes au bord d'une période de stagflation, un mélange de croissance économique faible, ce que confirment les chiffres du chômage que je viens de mentionner, et d'une inflation incontrôlée. Le taux d'inflation actuel est de 3%. Si nous sommes dans une grande lutte avec la Chine, laissez-moi vous dire que le taux d'inflation officiel en Chine est actuellement de moins 0,4%. Ils n'ont pas d'inflation, ils ont de la déflation. Les États-Unis ont un taux d'inflation de 3%. Cela à lui seul permettra aux Chinois de surpasser les États-Unis chaque année où cela se poursuivra. Oubliez les droits de douane, oubliez même les taux de change. Avant même de regarder ces éléments, regardez l'écart. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Les Chinois n'ont pas, au cas où vous ne seriez pas familier avec les statistiques, ce n'est pas récent qu'ils n'ont pas d'inflation. Ils ont maîtrisé l'inflation de façon remarquable. C'est pourquoi vous n'entendez pas parler de l'inflation en Chine, parce que ce n'est pas un chiffre négatif dont les médias peuvent parler. Gardez cela à l'esprit lorsque vous lisez que la Russie est à genoux, son économie. Si vous sélectionnez des statistiques dans n'importe quel pays, y compris les États-Unis, si je veux démontrer que les États-Unis sont en bonne santé, je peux choisir 6 statistiques qui le prouvent. Si je veux montrer que les États-Unis sont en difficulté, je peux en choisir 6 autres et défendre cette idée. Tout analyste qui a un peu de bon sens
c'est que le vrai travail d'analyse ne consiste pas à sélectionner les chiffres qui arrangent ce qu'un enfant en bas âge peut faire. C'est l'équilibre. Comment parvenir à un jugement qui prend en compte les différentes statistiques, dont certaines sont toujours à la hausse et d'autres à la baisse. C'est vraiment comme un médecin qui mesure votre corps et toutes ses fonctions également. Très bien, les Chinois sont quoi? Ils ne font pas que gagner la course économique. Il ne suffit plus simplement de dire « Regardez le PIB ». La Chine et les BRICS forment désormais une unité économique bien plus grande que les États-Unis et le G7. Et c'est un vrai problème. Mais nous commençons maintenant à voir les conséquences de nos actes. Nous voyons les effets, les répercussions. Au cours des 20 ou 25 dernières années, les Chinois ont réalisé une série d'investissements très importants au Venezuela. Ils ne sont pas en position, ni au Venezuela, ni dans aucun des autres pays où ils ont investi, de permettre aux États-Unis de renverser un gouvernement à leur guise pour ensuite quoi? Éliminer les Chinois? Non, non. Cela n'arrivera plus désormais. C'est ce qui se passait autrefois dans l'ancien monde colonial, oui, mais plus maintenant. Donc lorsque les États-Unis, en violation de tout ce que je comprends être la loi, tuent délibérément, je ne sais pas, 25 personnes à ce jour, dans plusieurs bateaux à la périphérie du Venezuela, il n'y a ni arrestation, ni enquête, ni procès, ni jury, ni juge, ni appel. Meurtre sur le champ, avec des déclarations affirmant que le Venezuela est puni pour ses activités liées à la drogue. Tous ceux qui connaissent un tant soit peu le trafic de drogue savent que l'essentiel du commerce de drogue se fait du côté de l'océan Pacifique de l'hémisphère occidental et non du côté atlantique. Ce qui arrive de l'Atlantique par les Caraïbes, c'est dérisoire. Si vous voulez vraiment lutter contre la drogue, le Venezuela n'est pas votre cible. Et donc les Chinois, voilà où nous en sommes maintenant. La marine chinoise est très présente au Venezuela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie exactement ce que vous pensez. Vous n'allez rien faire là-bas. Vous pouvez faire preuve de toute la bravade que vous voulez. Vous pouvez rassembler vos généraux dans une pièce étouffante. Cela ne change rien. Est-ce que les États-Unis, si Michael a raison, s'apprêtent à collaborer avec Israël pour attaquer l'Iran et le Venezuela, alors que la question de Gaza n'est pas résolue et que la guerre en Ukraine est en train d'être gagnée par la Russie? Vraiment? Vous savez ce que ce serait? De la surextension. C'est exactement ce qui a mis fin à Hitler, Mussolini et Francisco Franco. Je parie que malgré leur côté bouffon, parmi les conseillers de M. Trump, il y en a qui pourraient aussi le lui dire. Et sinon, eh bien, did you ask something? Go ahead, Michael. Vas-y, Michael. Ton micro est coupé. Tu es en sourdine. Okay. Yeah. D'accord. Je pense que pour Trump, la quête du contrôle unipolaire des États-Unis ne peut pas être terminée dans son esprit. Il ne peut pas le reconnaître, car cela signifierait qu'il est un perdant, et c'est ce qui le rend si désespéré. Il réagit de façon désespérée, avec une stratégie que Richard et moi avons décrite ces dernières semaines comme étant vouée à l'échec, pour des raisons que nous avons expliquées. Richard a utilisé le mot « surestimation ». Ses tarifs douaniers étaient une surestimation. Son expansion militaire sur plusieurs fronts est une surestimation. Richard a commencé en disant qu'il espère que cela va amener Trump à élaborer une résolution plus réaliste sur la manière dont l'Amérique peut accepter la perte de sa place dans le monde maintenant que le siècle américain est terminé, et sur la façon dont il peut agir de manière réaliste sans pousser de façon autodestructrice d'autres pays à s'éloigner davantage et à renforcer l'isolement économique des États-Unis. Eh bien, nous avons déjà discuté du fait que Trump ne peut pas relocaliser l'industrie parce que ses tarifs douaniers l'en empêchent.
Les droits de douane ont rendu l'Amérique trop coûteuse en ce qui concerne l'acier et l'aluminium, ainsi que de nombreux autres produits que l'Amérique importait. Alors, que va faire Trump pour tenter de compenser le fait que d'autres pays ont déjà, ces derniers jours, rejeté l'idée de relocaliser leur industrie aux États-Unis? Ils ne peuvent pas se le permettre, et Trump insiste pour que les États-Unis conservent les profits de cette industrie. Cela signifie que tout investissement étranger dans l'industrie américaine risque d'être perdu. Quel est le problème? Eh bien, je l'ai déjà souligné. Le pétrole et le dollar américain sont la clé de l'hégémonie des États-Unis. Le pétrole est, à mon avis, absolument essentiel. L'attaque de Trump contre le Venezuela vise à s'emparer de son pétrole, non seulement pour enrichir les entreprises américaines qui prendraient le contrôle, mais aussi pour empêcher d'autres pays d'importer du pétrole vénézuélien ou de raffiner ce pétrole pour le vendre. C'est la même chose avec l'Argentine. Pourquoi Trump a-t-il accordé un prêt de 20 milliards de dollars à l'Argentine, alors qu'il n'y a aucune chance que l'Argentine puisse rembourser pour des raisons sur lesquelles je reviendrai? L'Amérique attend deux choses de l'Argentine. Premièrement, le contrôle de son industrie pétrolière, qui est encore publique, comme pour le Venezuela, prendre le contrôle de son industrie pétrolière, et établir une base militaire à la Terre de Feu, à la pointe sud de l'Amérique du Sud, qui contrôle non seulement la route autour de l'Amérique du Sud, de l'Atlantique au Pacifique et inversement, mais aussi l'accès à l'Antarctique. Et hier, le gouvernement Milei a donné à l'Amérique la permission d'installer des bases militaires là-bas en contournant toute approbation du Congrès en Argentine, ce qui a créé une crise. Vous pouvez donc voir ce qui s'est passé. Hier, le Financial Times a publié un article très clair sur le fait que comment l'Amérique pourra-t-elle jamais récupérer ses 20 milliards de dollars? La seule façon d'y parvenir serait que le FMI accorde encore un autre prêt à l'Argentine, un prêt perdant, car les 20 milliards de dollars vont être dépensés immédiatement par Milei pour soutenir le peso argentin, afin que les classes les plus aisées d'Argentine puissent transférer leur argent des pesos argentins vers le dollar, l'or ou autre chose, sans que le taux de change actuel, pas une dévaluation, mais un prix où elles devraient obtenir moins de dollars ou moins d'or pour leurs pesos, ne change. Donc cet argent va être dépensé tout de suite. Et lorsque Milei perdra les élections dans une semaine ou deux, alors l'Argentine se retrouvera avec ses 20 milliards de dollars de dettes supplémentaires. Je pense que Trump sait que cette dette ne pourra pas être remboursée. Et comme de nombreux créanciers à travers l'histoire, il ne veut pas que la dette soit remboursée. Il dit « Vous n'avez pas l'argent pour rembourser. Donnez-nous votre industrie pétrolière. Donnez-nous vos terres dans le Sud. Donnez-nous cela. » La finance, dans l'esprit de Trump, reste un espoir pour un nouveau colonialisme. On voit aussi Trump rompre avec le reste du monde sur le réchauffement climatique. Que cherche-t-il à faire? Eh bien, tout comme il essaye d'empêcher d'autres pays de satisfaire leurs besoins énergétiques avec du pétrole que les États-Unis ne contrôlent pas, il essaye d'empêcher d'autres pays de répondre à leurs besoins énergétiques par l'énergie solaire, sans parler de l'énergie éolienne ou nucléaire, en insistant pour que les autres pays dépendent entièrement du pétrole. Et hier, Trump a augmenté les subventions et la mise en vente de vastes terres charbonnières, affirmant que non seulement le pétrole est le carburant de l'avenir de l'Amérique, mais que le charbon l'est aussi. Cela accroît la plus grande menace pour l'économie du reste du monde, sous la forme du réchauffement climatique, qui, avec la menace militaire, constitue une menace existentielle. Les autres pays, à mon avis, doivent se rendre compte. Pourquoi Trump refuse-t-il avec autant d'insistance de reconnaître le réchauffement climatique? C'est parce que le réchauffement climatique menace la capacité de l'Amérique à couper l'énergie des autres pays,
à couper leur électricité, à leur refuser la puissance, tout comme elle a fait exploser le gazoduc russe de la mer du Nord vers l'Europe. Tout cela revient donc à soutenir le dollar. Et c'est pourquoi Trump a également annoncé, il y a environ une semaine, qu'il souhaitait développer les crypto-monnaies, en particulier les stablecoins, que tous les revenus du marché des stablecoins seraient investis dans des titres du Trésor américain. Il pense donc que cette mode des stablecoins pourra d'une manière ou d'une autre financer le déficit du Trésor causé par ces baisses d'impôts pour les classes aisées, sa base de donateurs, et pour l'économie en déclin qui continue de se contracter. Ainsi, toutes ces politiques que Trump essaie de mettre en œuvre visent à dire « oui, nous pouvons vivre avec la situation mondiale actuelle et maintenir notre contrôle unipolaire en relocalisant notre industrie, en contrôlant le pétrole et en contrôlant les exportations agricoles et l'approvisionnement alimentaire. » Eh bien, cela n'a pas fonctionné, comme on le voit avec le marché du soja. Toutes ces idées visant à préserver la capacité de l'Amérique à forcer d'autres pays à verser un tribut aux États-Unis en investissant ici et en relocalisant leur propre industrie depuis leur pays vers les États-Unis, en achetant, en dépendant du gaz naturel liquéfié américain plutôt que du pétrole, en ne s'approvisionnant pas en pétrole auprès du Venezuela, de l'Argentine, de la Russie ou de l'Iran. Tout cela est absolument voué à l'échec. Et la seule façon dont je le vois réagir au final, c'est par la guerre, en disant que si je ne peux pas l'avoir à ma façon, ce sera ma façon ou rien. C'est ce qui m'inquiète dans l'état d'esprit de Trump et des néoconservateurs qui le soutiennent. Encore une fois, permettez-moi, je comprends la direction vers laquelle Michael s'oriente. Je comprends la logique. C'est une logique convaincante, elle est claire. Permettez-moi simplement de commenter en évoquant une direction alternative que ces mêmes évolutions pourraient prendre. Et voici ce sur quoi je me concentre. Je remarque, et je suis sûr que vous aussi, mais je remarque quelque chose de très intéressant qui se produit à peu près en même temps aux États-Unis qu'en Europe occidentale, en Europe centrale et occidentale. Et voici ce que j'observe. Une insistance sur la réduction des programmes sociaux gouvernementaux, une reconnaissance que tout ce que le XXe siècle exigeait en matière d'éducation, de soins médicaux, de retraite et d'infrastructures sociales, tout cela est désormais un luxe que nous, entre guillemets, nous, le nous royal, ne pouvons plus nous permettre. Pourquoi? Eh bien, le baratin, c'est qu'on est menacé par la Russie. Voilà une partie de l'histoire. Ou maintenant, on est menacé par la Chine. D'accord, c'est très utile. Nous sommes en danger. Donc c'est quelque chose qui met tout le monde en péril. Et par conséquent, nous devons tous faire des sacrifices. Et vous savez que, lorsque ceux qui dirigent ces sociétés parlent de sacrifices pour nous tous, ils excluent toujours de ce nous tous les riches et les puissants qui ne seront pas touchés. Eh bien, si vous allez vous réarmer, si vous allez dépenser une fortune, et rappelons-le, si vous regardez le budget américain, tout est réduit sauf l'armée et la nouvelle armée appelée ICE. Très bien, regardons maintenant l'Europe. Même chose. Les dirigeants, Macron, Starmer, Merz, disent tous à leur peuple. Monsieur Merz, c'est remarquable, si vous lisez ses discours, il dit simplement « Nous sommes en danger, les Russes nous menacent, nous allons renforcer notre armée et d'autres choses ne seront plus disponibles. » Aucun mystère pour Monsieur Merz. D'ailleurs, sa popularité chute comme une pierre, et je vais y revenir. Quant à Monsieur Starmer et Monsieur Murphy, Macron, leur popularité ne chute pas comme une pierre parce qu'elle est déjà au plus bas, à cause de ce qu'ils ont dit, et ils n'ont même pas encore vraiment commencé. Donc, dernière pièce à conviction.
Vous remarquerez une étrange reconnaissance de la part de ces dirigeants, compte tenu de leurs projets, qu'il y aura une résistance populaire. Ils le voient dans leurs sondages qui sont catastrophiques. Ils le constatent dans l'effondrement du centre politique dans leur pays, alors que les extrêmes de gauche et de droite deviennent relativement plus forts. Ensuite, nous avons M. Starmer, qui est littéralement en train de toucher le fond, et vous savez de quel fond je parle, dans sa carrière politique, qui est passé de sommets incroyables lors des dernières élections à un crash spectaculaire. Vous savez quelle est sa nouvelle idée pour sa campagne? Des cartes d'identité pour tous les citoyens britanniques, afin que le gouvernement puisse mieux les suivre. Au beau milieu de cette tourmente, il va dépenser une fortune pour pouvoir contrôler, superviser et surveiller son propre peuple. Les Français disposent déjà depuis de nombreuses années d'une carte d'identité qui fonctionne ainsi en France. Et l'Allemagne, vous savez, s'emploie activement à interdire l'extrême droite politique, comme prélude à tenter de faire la même chose si la gauche prend de l'ampleur en Allemagne, comme c'est déjà le cas en France, si les Allemands imitent les Français dans l'unification de leur parti de gauche et dans leurs actions de rue. Alors que voyons-nous? Nous voyons ce système conscient des mêmes conversations dans leur langue, parallèle à ce que nous faisons ici, se préparer à livrer bataille, se préparer à écraser ce qui constitue le véritable danger. Parce qu'ils ne veulent pas de cette guerre dont parle Michael. Ils comprennent ce que cela pourrait leur coûter. Ils espèrent donc peut-être pouvoir gérer ce moment de crise de la manière dont on s'attendrait à ce qu'une société capitaliste le fasse, en écrasant sa propre classe ouvrière, en retirant suffisamment de richesses pour pouvoir s'accommoder la monopuissance de la Chine. Quelle autre option ont-ils à part la guerre nucléaire? Ils pourraient s'accommoder des Chinois parce qu'ils pourraient préserver leurs propres privilèges et leurs propres richesses en exploitant leur propre peuple. Les connaissant le courage dont ils manquent, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ce qu'ils essayent de faire. Et ensuite, la question est, comme toujours, la classe ouvrière de ce pays et de l'Europe va-t-elle permettre que cela se produise? Vont-ils accepter que leur niveau de vie soit érodé, comme c'est le cas ici? Vont-ils admettre que l'armée de leur propre pays, financée par leurs impôts, puisse être utilisée pour occuper les villes qui fournissent la majeure partie des recettes fiscales? Ou bien l'absurdité de cette situation permettra-t-elle l'émergence d'une autre politique? Richard, ce que tu décris concernant les États-Unis et l'Europe, c'est la lutte des classes. Cela prend vraiment la forme d'une lutte contre la civilisation, ou du moins d'une lutte contre la trajectoire que nous pensions tous que la civilisation suivait. Une productivité croissante qui serait plus largement partagée pour améliorer le niveau de vie et dans ce processus, la productivité et la croissance globale. Et tout cela est sacrifié précisément par la lutte des classes que tu viens d'évoquer. Lorsque les journaux de ce matin ont rapporté où se situaient les coupes budgétaires de Trump, les plus importantes concernaient l'éducation, suivie par les soins médicaux. Eh bien, ce sont les deux choses que la civilisation était censée apporter par l'État. Un État créé en retirant le pouvoir des mains d'une aristocratie et d'un propriétaire foncier héréditaire pour le placer entre les mains d'une économie supposément démocratique ou du moins d'un État socialiste, administré qui augmenterait l'éducation, la productivité, les soins de santé et assurerait une croissance continue. Tout cela est remis en cause par Starmer, avec sa nouvelle inquisition, comme vous l'avez décrit, ainsi que par Merz et Macron. Et le résultat, c'est qu'à mon avis, deux phénomènes se produisent simultanément en ce moment.
Et c'est très évocateur, ce que vous venez de dire. Demain, le président Poutine de Russie va s'adresser au club Valdai. Et c'est là qu'il exposera ce que la Russie compte faire face à toute cette confrontation en cours. Eh bien, lors de la réunion de l'année dernière, il a qualifié l'OTAN d'anachronisme flagrant. C'est vrai. Mais les États-Unis, du moins sous Trump et les néoconservateurs, essaient de dire, eh bien, c'est peut-être un anachronisme, mais nous allons restaurer le passé pour rendre l'anachronisme à nouveau grand, perpétuel, permanent, sans fin. Et cela a donc créé deux crises. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'isolement géopolitique de l'Occident, les États-Unis et l'Europe, par rapport au reste du monde qui ne s'implique pas dans cette crise. C'est un système militariste, donc financiarisé, remplaçant le socialisme industriel et le capitalisme industriel par le capitalisme financier. Il s'émancipe du colonialisme, mais aussi des résidus du colonialisme. La dette extérieure et les oligarchies clientes que les gouvernements occidentaux axés sur l'extraction de rente ont installées. Mais tout cela est une crise du capitalisme financier. Et le capitalisme lui-même est une déformation de ce que l'on pensait être un capitalisme industriel évoluant vers le socialisme. Exactement ce que vous avez décrit comme étant notre objectif, afin que l'Amérique et l'Europe puissent être aussi prospères que la Chine, par exemple. Et ici, vous avez une économie de rentiers qui utilise une sorte de système de Ponzi, un schéma financier dirigé par la Réserve fédérale, pour simplement donnons juste assez d'argent aux banques pour qu'elles donnent à la population la capacité d'acheter de l'immobilier à crédit, d'acheter des actions et des obligations à crédit. Nous allons continuer à enrichir les actionnaires, les détenteurs d'obligations. Et cela concerne les 10% de la population contre le reste de la population. Et puis, d'une manière ou d'une autre, nous pourrons déplacer tout notre argent quelque part. Eh bien, cela fait partie de l'attaque libertarienne contre le gouvernement. Et quelle que soit l'autorité que le gouvernement perd sous cette attaque, cette offensive, non seulement Trump a démantelé les dépenses sociales, mais il a aussi démantelé les départements du gouvernement qui régulent et protègent les consommateurs. Abolition de l'Agence de protection financière des consommateurs. Abolition de l'Agence de protection de l'environnement. Tous les freins et contrepoids qui avaient été mis en place pour empêcher les industries prédatrices d'appauvrir la société sont en train d'être démantelés. Ainsi, cette rupture avec la manière occidentale de faire les choses n'est pas seulement une rupture avec cette financiarisation néolibérale et le capitalisme de rente. Elle doit aussi impliquer une rupture avec la guerre de classe, qui est le résidu d'une oligarchie anti-ouvrière en Argentine, par exemple. Ils ont un droit d'équivalent à Throllman, tout comme aux États-Unis. C'est pourquoi nous traversons actuellement une crise de civilisation. Pas seulement une crise militaire, y aura-t-il une guerre mondiale? Pas seulement une crise environnementale liée au réchauffement climatique, mais vraiment, quelle sera la structure du gouvernement? Va-t-il gouverner pour les 1% ou pour l'ensemble de l'économie? Les 1% veulent s'enrichir en endettant et en appauvrissant l'économie avec une austérité dont ils sont les bénéficiaires. Voilà l'alternative proposée par les États-Unis et l'Europe à ce qui était autrefois la définition de la civilisation. Et la question est de savoir si les pays des BRICS seront capables de reconnaître cette guerre de classe, cet aspect de la relation de classe dans la rupture internationale qui est en train de se produire. Eh bien, je pense que la contradiction devient très douloureuse pour les libertariens. Pas que cela m'importe. En d'autres termes, ce que vous observez, c'est une consolidation du pouvoir gouvernemental utilisé dans la société civile à une échelle qui doit en pousser un bon nombre à abandonner. Je veux dire, vous plaisantez.
Vous soutenez M. Trump, et il est en train de consolider un pouvoir gouvernemental destructeur, du genre que vous n'imaginiez, comme certains le disent, n'exister que dans votre caricature du socialisme. Soyons vraiment clairs. Dans le récent discours que M. Trump a prononcé à l'ONU, je crois que c'était là ou sinon devant un autre public, il a mis sur un pied d'égalité 3 choses comme étant ses 3 objectifs. Vaincre ceux qui sont anti-américains, anticapitalistes et anti-chrétiens. Ce sont les ennemis de l'intérieur qu'il a ensuite demandé à l'armée d'aller affronter. D'accord. Pour un libertarien, c'est pas une chose appropriée à faire pour un gouvernement. Aucune de ces choses. Parce que cela implique, si on est sérieux, des actions comme envoyer des troupes dans les villes, ce qui n'est généralement pas une priorité pour les libertariens. Je n'ai jamais vu cela dans leur programme. Il faudrait leur attribuer cette idée soit inconsciemment, soit en considérant qu'ils sont tous, vous savez, des menteurs congénitaux. Donc, il s'avère que pour que M. Trump essaie de faire ce dont nous parlons ici, il doit violer les principes libertariens. Cela s'appelle une contradiction interne dans ce qu'il essaye de faire. Écoutez, on peut utiliser le gouvernement de cette manière, mais on va perdre un groupe, mais il y a d'autres personnes que vous allez perdre. Attaquer les villes qu'il mentionne sans cesse, c'est attaquer les démocrates. Et ce n'était pas non plus une idée libertarienne, que la façon de gérer le conflit républicain contre démocrates consiste à envoyer des troupes, si vous détenez la présidence, dans les villes contrôlées par l'autre parti. Un précédent qui, dans le cas d'un président démocrate, va se retourner contre cette société de manière très douloureuse. Je ne pense pas qu'ils aient la moindre idée de ce que cela implique lorsque M. Trump dit « Je ne laisserai pas Mamdani diriger New York si jamais Mamdani gagne ». Il reconnaît, à sa manière habituelle et bravache, la moitié de la contradiction. La victoire de Mamdani dépend de M. Trump. C'est un effet de M. Trump. Je ne veux en rien minimiser la campagne vraiment brillante que Mamdani a menée à son crédit. Très intelligente, très réfléchie, très efficace. Mais lui, j'en suis sûr, s'il était assis ici, admettrait, et qu'il le fasse ou non, je vais l'affirmer, que sa campagne se déroule contre Trump, comme je lui conseillerais de le faire. Je vis ici à New York. Je peux vous assurer que la ville de New York est massivement hostile à M. Trump. Et l'une des raisons pour lesquelles Eric Adams a dû se retirer, le maire en exercice arrive 4e dans tous les sondages sur 4. Il ne fait pas aussi bien que le républicain, M. Sliva, et il a autant de chances de devenir maire que Michael et moi, c'est-à-dire aucune. Alors qu'avons-nous, nous avons M. Cuomo comme remplaçant de Trump. Et les choses vont si mal que Cuomo, qui voulait se présenter contre Trump, fait maintenant à moitié campagne avec lui parce que c'est tellement désespéré pour lui. Eh bien, M. Trump a produit... M. Trump est maintenant, écoutez, il pourrait essayer, dans les premiers mois, de dire que tout est hérité. Mais cette excuse ne tient plus. Les chiffres catastrophiques de l'emploi, c'est M. Trump. Votre grand programme pour ramener les emplois est un échec retentissant. Oh, bien sûr, il rejettera la faute sur tout ce qu'il pourra imaginer sur quelqu'un d'autre. Mais pour nous, c'est facile, c'est sa faute. Mamdani, c'est sa faute. La montée de la présence socialiste dans de nombreuses villes à travers le pays, c'est sa faute. L'extrême droite, c'est sa faute. Il encourage tout cela. Il provoque un conflit civil qui pourrait exploser. Et si cela arrive, je suis convaincu qu'un nombre énorme d'électeurs aux États-Unis, si cela se produit dans les 6 prochains mois, le tiendront pour responsable. Et s'il ne comprend pas cela, alors là, il va vraiment avoir des ennuis. Oh boy, is he going to be in trouble. Richard, ma définition, ma compréhension du libertarianisme sont diamétralement opposées aux tiennes.
Le libertarianisme a été créé comme un État policier centralisé. En somme, un pouvoir centralisé. Il a commencé avec l'école autrichienne de l'individualisme, en tant qu'attaque contre l'économie classique et essentiellement contre le socialisme et les luttes qui se déroulaient en Russie, des luttes armées à Vienne. Le libertarianisme veut se débarrasser du gouvernement. Il a créé un récit de l'histoire économique, expliquant comment toute la civilisation économique aurait pu exister sans aucun rôle pour le gouvernement, sans agence de régulation, sans aucune capacité du gouvernement à interférer avec l'entreprise privée. Si vous démantelez le pouvoir du gouvernement, qui va alors planifier et allouer les ressources de l'économie? Wall Street. Le libertarianisme a toujours été une défense de Wall Street, pas du gouvernement. Le contrôle de la richesse et des riches, pas du gouvernement. Blocage absolu de toute tentative du gouvernement d'intervenir sur le marché en taxant davantage les riches, en intervenant par la fourniture de soins médicaux et d'une éducation gratuite, et en ne laissant pas le marché libre forcer les gens à s'endetter à vie pour accéder à l'éducation ou aux soins médicaux. Le libertarianisme est en un mot du fascisme. Dès le départ, c'est ce que c'est, et cela nécessite un État policier pour l'imposer. Le libertarianisme est la doctrine de l'État policier pour libérer le marché des socialistes. Et je suis content que vous ayez mentionné Mamdani à New York. Hier encore, ou peut-être avant-hier, Trump a déclaré qu'il allait, maintenant qu'il y a une fermeture du gouvernement, qui a commencé hier. Il a dit, « Nous allons commencer à licencier des employés du gouvernement. Et je vais me concentrer sur les États qui ont voté démocrate. » Nous allons licencier les employés d'État démocrates à New York, dans le Massachusetts, en Californie, dans l'Illinois. Il a clairement indiqué où il allait démanteler le gouvernement. Eh bien, vous pouvez imaginer ce que ça va provoquer. Cela va augmenter la pauvreté, la criminalité, la détresse, les saisies immobilières, l'activité de l'ICE. C'est pour cela qu'il déplace non seulement l'IC, mais aussi, comme vous l'avez souligné, l'armée dans ces villes pour faire respecter la loi. Non seulement pour mener des actions de police afin de prévenir la criminalité, mais aussi pour la combattre comme le ferait une armée. Et l'autre point que vous avez soulevé, le premier d'ailleurs, concernait le christianisme. Et je suis content que vous l'ayez mentionné, car nous n'en avions pas encore parlé. Mais c'est très important pour le président Poutine. Pour le président Poutine et pour une grande partie du monde, leur conception du christianisme correspond à ce qui subsiste du christianisme originel, l'orthodoxie orientale, l'Église orthodoxe grecque et russe. Poutine et les russophones évoquent sans cesse l'attaque menée par le catholicisme romain à partir du XIe siècle pour lancer les croisades, détruire Byzance, l'Empire byzantin, anéantir l'Église orthodoxe orientale, organiser les croisades, combattre, affaiblir et piller Constantinople, et l'empêcher de disposer des ressources nécessaires pour se défendre contre les invasions turques qui ont suivi. Toute cette histoire des croisades et de l'intolérance de la religion catholique romaine comparée à la tolérance de la religion orthodoxe orientale à l'époque reste une histoire vivante pour la Russie et les autres. Les croisades et la lutte de l'Église chrétienne occidentale pour détruire ce qui reste du christianisme originel et de l'Église orthodoxe sont perçues comme la répétition générale de tous les conflits actuels et comme le contexte narratif de la lutte continue entre les chrétiens occidentaux, qui pour Poutine représente la décadence et la survie d'une société chrétienne plus, je ne dirais pas socialiste, mais selon lui, une société fondée sur l'entraide, le soutien et la tolérance. On pourrait également qualifier cela de société domestique unipolaire, tout comme de société internationale unipolaire.
Tout cela repose sur un fondement religieux en Russie, très similaire au fondement du socialisme en Chine et auparavant au confucianisme. Nous sommes réellement confrontés non seulement à une mentalité économique prédatrice de l'Occident, ceci représente la majorité mondiale, mais aussi à une mentalité religieuse, éthique et sociale qui est en jeu ici. Et l'Amérique ne va pas parler des croisades, de l'intolérance, ni des caractéristiques de ce changement culturel. Mais croyez-moi, en Russie et en Chine, c'est bien de cela dont on parle. Je voudrais, si je peux, s'il y a le temps, Nima, dire quelques mots sur le libertarianisme. Voyez les choses ainsi, avec ironie. Les libertariens ont été tellement frustrés pendant la majeure partie du siècle dernier, en particulier avec l'essor de l'économie keynésienne, lorsqu'ils ont dû affronter un mouvement social largement couronné de succès, qui affirmait que si l'on laissait le capitalisme aux seules entreprises privées, on obtenait la Grande Dépression. Et donc, il fallait une intervention de l'État. L'État devait avoir une politique budgétaire. L'État devait avoir une politique monétaire. Il devait compenser la demande insuffisante dans l'économie privée en creusant des déficits. S'il le faut, il doit manipuler le système monétaire, la quantité de monnaie, les taux d'intérêt, etc., afin de gérer un capitalisme qui, si on ne le gère pas, finira par s'autodétruire. La grande peur de la Grande Dépression, c'est que la classe ouvrière se soulève et dise « On en a assez de ce système, il est trop instable, les crises sont trop fréquentes, tant pis ». Keynes sauve le système, mais au prix d'un rôle majeur pour l'État. Les libertariens sont horrifiés. Ils représentent cette partie du capitalisme qui détestait l'État, se souvenant des monarchies absolues du féodalisme dont le capitalisme est issu, et contre lesquelles il a forgé la phrase « Laissez-nous tranquilles », c'est-à-dire laissez faire, laissez-nous faire par nous-mêmes. Ils ont donc cet engagement profond à ne pas avoir de gouvernement. Comme c'est ironique, comme c'est douloureux qu'ils doivent faire appel au gouvernement pour sauver leur système. Ils se livrent alors à une fantaisie, c'est ce que signifie le libertarianisme pour moi, la fantaisie qu'il pourrait un jour fonctionner sans le gouvernement ou qu'il l'ait jamais pu. Et ainsi, ils deviennent, au mauvais sens du terme, religieux. Ils s'adonnent à une sorte de fantasme utopique d'absence de gouvernement. Et maintenant, les voilà de nouveau confrontés à la même frustration, car la seule façon d'avancer vers l'absence de gouvernement, c'est de recourir à une intervention massive du pouvoir gouvernemental contre toutes les institutions accumulées. Et puis, bien sûr, le pauvre libertarien remarquera que le pouvoir du gouvernement ne cesse de croître. Ils assistent au même spectacle déchaîné par M. Trump qu'ils détestaient autrefois chez Franklin Roosevelt. Il n'y a pas d'échappatoire, pauvres gens égarés. Le gouvernement fait partie de la société, sauf bien sûr si vous adoptez l'approche marxiste et voyez le gouvernement comme l'expression d'une société divisée en classes. Si vous pensez ainsi, alors vous pourriez avoir l'idée que si nous pouvons développer une économie sans classe opposée, nous supprimons le besoin d'un gouvernement comme médiateur. Mais pour ceux qui veulent se tenir à l'écart du marxisme, ne pensez même pas une minute à ce que je viens de dire. Restez purs, restez propres, évitez cette tradition marxiste et allez simplement à l'église le dimanche. Eh bien, Richard, bien sûr tu as raison de dire que le libertarianisme et une grande partie du christianisme relèvent du fantasme. Je préfère y voir un récit de façade. Cela a toujours été un récit de façade, prétendant que nous sommes éthiques, que nous défendons la liberté, que nous œuvrons pour la prospérité. Mais que défendent-ils vraiment? L'Église a toujours soutenu, une fois romanisée dans l'Empire romain et retirée des mains des premiers chrétiens, elle a toujours,
La religion a été un outil, l'opium du peuple, pourrait-on dire. C'est un fantasme. C'est l'opium du peuple. C'est pour prétendre être progressiste, se soucier des gens et protéger les pauvres. Elle déteste les pauvres. En réalité, elle aime les riches. Elle n'aime pas les pauvres. Elle aime les riches, et cela inclut les aimer. C'est aussi partager leur antagonisme et leur antipathie envers les pauvres et leur haine de classe envers les travailleurs, en fait. Voilà donc le véritable problème. Et ce n'est pas seulement c'est que le christianisme et le libertarianisme vont de pair. Je trouve cela hypocrite. C'est donc un fantasme pour la plupart des adeptes. Il est conçu comme un fantasme par un petit noyau dirigeant, les évêques dans le christianisme, les cardinaux, la hiérarchie, et les fidèles, les moutons en bas, le berger et les brebis. Ce n'est pas l'idée socialiste du type de réforme dont nous parlons. Je suis plus critique politiquement et méfiant quant à la manière dont nous allons éclairer ces chrétiens potentiels, ces libertariens potentiels. Comment dire? Si vous voulez vos idéaux, ce sont exactement ceux dont tu viens de parler, Richard. Permettez-moi de conclure en rappelant à tous le maître de Marx, Hegel. Marx écrit, oui, la religion est l'opium du peuple. Mais il écrit aussi là que c'est également un refuge dans un monde sans cœur. Il comprenait pourquoi les gens adhèrent à la religion, ce qu'ils y cherchent, et la nécessité pour nous, critiques, de ne jamais oublier la véritable fonction qu'elle remplit, les besoins réels auxquels elle répond. Même si nous n'aimons pas la façon dont cette réponse fonctionne, nous ferions mieux de comprendre à quoi elle répond, afin de comprendre que notre tâche consiste en partie à créer une réponse alternative, ce qui est, en un sens, si vous me le permettez, le but de ces discussions chaque semaine. Yeah, exactly. Oui, exactement. Merci beaucoup, Richard et Michael. C'est toujours un grand plaisir. As always. Prenez soin de vous. Prends soin de toi. À bientôt. Bye.